Jésus avait-il une vision libérale de l'économie? Pour en parler, je suis aujourd'hui en compagnie de Charles Gave. Bonjour monsieur. Bonjour. Charles Gave, vous êtes économiste, financier, Oui. essayiste, devenu une voix incontournable du libéralisme classique en francophonie. Vous avez l'habitude de secouer les certitudes n'ayant pas peur de nager à contre-courant, voire même de paraître iconoclaste sur certains sujets. Oui. Dites-moi, êtes-vous un punk du libéralisme? Non, pas du tout. Je suis comment on appelait ça, un paléolibéral. Vous savez, je remonte aux temps anciens. Le libéralisme, ce qu'il faut comprendre du libéralisme, c'est que grosso modo, avec Locke, etc., c'est plutôt une série de doctrines juridiques. Le grand problème de la science politique, il y en a un et un seul, c'est une fois que vous avez créé un État à qui vous avez donné le monopole de la violence légitime, il peut vous tuer, il peut vous étriper, il peut faire tout ce qu'il veut. Comment, une fois que vous avez créé ce monstre, vous le contrôlez en tant que citoyen? Le seul problème de la science politique, c'est comment j'ai créé ce monstre, comment ensuite j'évite qu'il me dévore. Et la solution de Locke, c'était par le droit, par l'impôt, et par le fait que le droit de propriété permettait à chacun d'être indépendant de ce monstre une fois qu'il l'avait fait. Donc, droit de propriété, vote de l'impôt, etc. C'est la seule façon qu'on ait trouvé dans l'histoire d'empêcher l'État de martyriser les citoyens. Et on a pratiqué ça en Angleterre à partir de ce qu'ils appellent la Glorieuse Révolution vers 1689, c'est-à-dire quand ils sont passés à des principes lockiens de séparation des pouvoirs, etc. Et un siècle après, à peu près, la révolution industrielle commençait en Angleterre. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez le droit de propriété et la possibilité de considérer le long terme et de garder les fruits de votre travail, le pillage de l'État s'arrête et la croissance économique arrive et depuis le niveau de vie n'a cessé de monter. Et ce qui est amusant, c'est que tous les corps politiques, les types les plus intelligents, ce que vous voulez, fait les meilleures études, depuis 3 siècles, ils n'ont qu'une idée, c'est de désamorcer la bombe lockienne, c'est-à-dire de revenir au moment où l'État peut martyriser les citoyens. Je vois bien. Vous le voyez toujours, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes artisan, si vous voyez à quel point. Donc ce qui est extraordinaire, c'est de voir à quel point ce qui a déterminé la révolution industrielle anglaise, c'est-à-dire la stabilité du droit, le droit de propriété et le contrôle de l'État, et ce qui a permis la montée du niveau de vie constante depuis 2-3 siècles, qu'on voit partout. Enfin, moi, je connais bien le Gers, et vous aussi, je crois. Quand je suis arrivé dans le Gers il y a 70 ans, je ne sais plus combien de temps, toutes les fermes avaient des solentaires, quoi. Il n'y avait quasiment pas le courant, l'électricité, on en parlait un peu, mais pas trop. Donc, il y a une espèce de montée du niveau de vie, et que tout le monde considère comme un acquis. Et les gens n'ont aucune idée maintenant, c'est de détruire les moyens qui nous ont permis d'arriver à ce résultat. Et c'est tout le mouvement socialiste, quoi. C'est tout le mouvement. Et je regarde ça avec à la fois stupéfaction et tristesse, quoi. Je me dis simplement, mais quand est-ce que les gens comprendront que l'ennemi, c'est pas le patron, l'ennemi, c'est le fonctionnaire, c'est l'État. Parce que le patron, je peux toujours m'en aller. L'État, je peux pas lui échapper. Si je suis venu vous voir aujourd'hui, c'est parce que vous avez commis ce livre il y a quelque temps, Oui. qui a été réédité. Qui a été réédité. Un libéral nommé Jésus. Qui a été traduit en 3-4 langues aussi. Ça marche. Je mettrai en dessous un lien pour ceux qui veulent le commander, où il y a aussi un accès pour le lire directement. Absolument. Mais dites-moi, vous êtes un catholique Oui. qui lit la Bible, et pour qui gagner de l'argent n'est pas un péché. N'est-ce pas la Bible, je vous arrête ici, je lis beaucoup les évangiles. Très bien. La Bible, beaucoup moins, parce que la Bible, quand vous lisez quand vous lisez le Coran ou la Bible, il y a un nombre d'âneries économiques foudroyantes. Dès qu'ils parlent d'économie, ils disent que des conneries. Alors que dans le Christ, ce qui est extraordinaire, c'est que dans les grandes paraboles, il n'arrête pas de parler d'économie et il dit jamais une bêtise. C'est prodigieux, il n'a fait pas une erreur économique. Sur la théorie de la valeur marginale, tout ça, tout y est dedans. Donc c'est ça qui m'a stupéfait quand j'ai relu les évangiles avec mon œil d'économiste. Je me suis dit, mais chaque fois que je lis un livre religieux, ils disent que des bêtises, et là, rien, pas une erreur. C'est prodigieux. Donc, vous êtes catholique, vous lisez les évangiles. Oui. Pour vous, gagner de l'argent n'est pas un péché. Est-ce que c'est pas déjà là le signe qu'au fond, vous êtes déjà un peu protestant? J'avais toute une partie de ma famille qui était protestante, puisque j'ai des ancêtres qui vivaient du côté un petit peu au nord de Montpellier. Enfin, c'était ce qu'on appelle des protestants de la Montagne Noire, vous savez,
ceux qui avaient eu des problèmes avec les dragons de Napoléon, je ne sais plus quoi. Donc ma grand-mère maternelle était protestante. Et bon, oui, non, mais il y a deux choses, si vous voulez. Là, alors ça, je suis peut-être un peu protestant. Vous avez la lecture des textes, en particulier des évangiles. Là, je ne m'appuie que sur les paroles du Christ, hein, jamais sur un commentaire qui aurait été fait sur les paroles du Christ. C'est-à-dire, je les prends telles qu'elles sont, telles qu'elles ont été retranscrites par les évangélistes, mais je ne m'intéresse pas à ce que les autres en pensent. Je dis voilà ce qu'il dit lui, et voilà moi ce qui me paraît. Et voilà ce qu'il dit. Donc, la lecture des textes, c'est très important. Et c'est un débat que j'ai souvent avec des bons pères ou des. C'est pour moi, il faut quand même lire les textes, les comprendre, etc. Et en ça, c'est très protestant. Et évidemment, quand vous êtes un catholique, vous avez aussi la deuxième personne qui apparaît, c'est l'Église, qui a la mission de transmettre et de donner le magistère. Et là, j'y suis aussi très sensible. Donc, c'est. Mais les rapports que j'ai avec l'Église catholique, c'est rigolo, mais dépendent beaucoup du prêtre que j'ai en face de moi. Il y en a que j'aime beaucoup, il y en a qui me laissent indifférent. Et alors à ce moment-là, si je suis en face d'un prêtre avec qui je suis indifférent, bon, mettons que ma piété retombe. J'aime bien j'ai eu de grandes amitiés avec les prêtres tout à fait éminents. Mais, donc, le protestant, quelque part, sa caractéristique, c'est qu'il ne fait pas partie de l'Église, enfin de l'Église catholique. Il n'a pas je sais que vous êtes pasteur. Oui. Il n'y a pas cette espèce de communion qui existe dans l'Église catholique. Et les deux me semblent nécessaires. Vous avez le magistère d'un côté, parce qu'il y a des moments où il faut quand même trancher sur ce qui est... le magistère de l'Église, il s'exerce dans le domaine en particulier de la lecture des textes. Donc, le protestant, il recherche la liberté avant tout. Le catholique, la liberté, c'est très important, mais ça s'appuie aussi sur une reconnaissance de la nécessité de la communauté. Donc, intellectuellement, je suis plutôt protestant, sentimentalement, je suis plutôt catholique. Je comprends bien. Justement, pour beaucoup, l'image du Christ, ça évoque, et vous parliez des différents curés que vous pouviez rencontrer, pour beaucoup, l'image du Christ, c'est la charité, l'entraide, la solidarité. C'est faux. Allez, je vous écoute. C'est complètement faux. Quand vous lisez les évangiles, ce que j'ai refait pour faire ce bouquin, pour des raisons que je vous expliquerai si vous voulez, mais quand vous lisez le Christ, c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est que Dieu ne sait compter que jusqu'à 1. C'est-à-dire qu'il a pour vous un projet, et le travail de toute votre vie, c'est d'essayer de trouver ce qu'est ce projet. Si vous y arrivez, vous êtes heureux, sinon vous êtes malheureux comme un caillou. Vous ne comprenez pas pourquoi. Il a ce projet inouï. Et deuxièmement, quand vous lisez l'Évangile, c'est quelque chose de très curieux, c'est que tous ceux qui prennent des risques et qui se cassent la figure sont toujours pardonnés. Tous ceux qui ne prennent pas de risques, ils vont toujours en enfer. Donc les deux bases du christianisme, c'est la supériorité totale de l'individu sur le groupe. Il a le droit et le devoir de dire « je ne suis pas d'accord ». C'est la religion qui vous permet de dire « non ». Non, ça je n'accepte pas. Même si c'est la survie du groupe en défense, je ne le ferai pas. Et non, donc vous êtes libre, au point de laisser votre peau d'ailleurs. Ça, c'est la première des choses. Et le deuxième, c'est si vous ne prenez pas de risque dans votre vie, vous terminez en enfer. Et ça n'a rien à voir avec des devoirs vis-à-vis du reste. C'est-à-dire que si par exemple, si vous gagnez de l'argent, vous pouvez, si vous le gardez pour vous, vous tombez dans la catégorie ne prend pas de risque et vous irez en enfer. Donc, mais vous pouvez le faire, librement. Et si vous gagnez de l'argent et que vous aidez les gens qui en ont besoin, mais c'est vous qui le faites librement.
jamais le Christ ne dit à aucun moment, va dire à Pierre de faire ça. Il dit à Pierre, tu le fais si tu veux. Mais jamais il me donne un commandement de... Il me dit, si tu peux, aide les pauvres, très bien. Mais il ne me dit pas, aide les pauvres. C'est-à-dire qu'il me laisse libre. Et donc c'est ça qui est fascinant. C'est quand vous regardez le livre de Huntington qui s'appelait Le clash des civilisations, il dit il y a quelques grandes civilisations, je en avais compté 7 ou 8 je crois, et il dit toutes les civilisations sont organisées pour la survie du groupe, de la nation, de la cité, tout le monde pour que la cité survive. Et notre civilisation, enfin la civilisation chrétienne, est complètement différente parce qu'elle est organisée pour que chacun connaisse le salut. Donc c'est une civilisation qui part de l'individu et qui s'arrête à l'individu. Pour moi, c'est absolument fascinant parce que ça veut dire qu'on est complètement différent des autres civilisations. On n'a rien à voir. Vous avez parlé de la force de la communauté catholique, vous avez parlé de la liberté. Quand on regarde les premiers temps de la première église, les premiers temps de l'église à Jérusalem, ils avaient décidé d'avoir tout en commun. Oui, c'était une grande erreur, ils ont arrêté tout de suite d'ailleurs. Justement, la question c'est, est-ce qu'il n'y a pas une place pour un communisme libéral, puisqu'il l'avait fait librement? On a le droit de faire librement des erreurs. On peut faire librement des erreurs, ça va de soi, mais à ce moment-là, quand on est intelligent, on arrête quand c'est idiot. Alors je vais vous répondre de la façon suivante. Je ne sais pas si vous connaissez la fête de Thanksgiving aux États-Unis. Vous savez pourquoi ils l'ont faite? Oui. Mais ils l'ont fait simplement parce qu'ils étaient arrivés, ils avaient essayé de faire comme dans les Actes des Apôtres, d'être communistes. Donc il y a eu tout le monde crevait de faim parce que. Et puis le gouverneur, qui était un Anglais, a dit bon écoutez, ça va bien, je vais donner un sac de semences à chaque famille et des merlins des et après ça, l'année d'après, ils ont tous bouffé, c'était le début des États-Unis. Donc il y a eu plusieurs expériences communistes aussi en Italie du Nord, au 12e, etc. Ça a toujours échoué. Parce que ça veut dire que la commune est supérieure, le commun est supérieur à l'individu. Donc il n'y a rien de plus anti-chrétien que l'idée de tout partager. C'est une monstruosité. Non, puisque c'est à vous. Si on vous force à le donner, c'est pas du tout la même chose que si vous donnez librement. Tout à fait. Si vous êtes capable de créer beaucoup de valeurs et que vous les redonnez aux autres, vous faites un très bon boulot. Mais si on vous prend autoritairement la valeur que vous avez créée pour la donner à des gens qui du coup ne glandent rien ou sont pas obligés de travailler parce que vous travaillez pour 10, c'est une honte. Donc le communisme, c'est pour moi la tentation satanique du christianisme. On dit que l'égalité est le but, alors que le but, c'est pas l'égalité, c'est la liberté. Ça marche. Aujourd'hui, vous fréquentez des milieux où l'argent n'est que rarement un problème. Vous avez entendu dire un jour, vous pouvez atteindre tout ce que le monde considère comme des succès et pourtant être malheureux comme un caillou. Absolument. On passera rapidement sur la psychanalyse des minéraux, mais quel est votre constat là-dessus? L'argent ne fait pas le bonheur du coup? Non, c'est pas ça. C'est que dans ma vie, j'ai fait quelque chose de curieux, si vous voulez. Bon, je me suis intéressé à la finance, etc. Absolument par exemple. Les marchés financiers, c'est quelque chose de très intéressant. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre comment ils marchent. Bon. Puis, ayant plus ou moins compris, il y a des gens qui m'ont demandé de gérer de l'argent, qui était de mettre en pratique en quelque sorte, mais je réfléchissais assez bien, etc. Mais ça me rendait très malheureux parce que ça me limitait. Parce que moi, ce que j'essaye de faire, c'est ce que je fais d'ailleurs à l'Institut de la Liberté, c'est si je comprends quelque chose, après ça, je vais l'expliquer à tout le monde, de façon à propager la connaissance. Or, quand vous êtes dans un métier de gestion comme ça, si vous avez des informations de qualité, vous les gardez pour vous. Donc, c'était pas fait pour moi. Est-ce que ça ne m'intéressait pas? Enfin, je veux dire, j'étais malheureux. Est-ce que c'est justement pour ça que vous êtes revenu en France? Non, en France, je suis revenu aussi pour une autre raison, si vous voulez, c'est que toutes les analyses que je faisais me montraient que la France avait allé vers des jours très difficiles. Et dans ma famille, si vous voulez, quand le pays va mal, ça ne me disait pas d'aller de claquer dans un hôpital à Hong Kong ou à Los Angeles. Si la France coulait, je voulais être sur le pont ou dans les soutes, quoi. Mais je voulais couler avec tout le monde. Ça ne m'intéressait pas d'être tout seul là-bas, quoi. Je
préfère revenir. Et ce que je fais d'ailleurs, c'est qu'on s'est dit avec Emmanuel, on va essayer d'enseigner les gens sur ce qui se passe. Ouais. Et on a un certain succès, donc ça aura peut-être de l'effet, je sais pas. Je ne cherche pas à changer la société, je cherche à changer les gens un par un individuellement. Encore une fois, c'est la même chose. Ouais. Mais c'est intéressant, votre parcours est intéressant parce que dans les années 80, arrivée des socialistes et des communistes au pouvoir, donc vous... Parce qu'ils me prenaient ma liberté. Ouais. Vous partez, et puis... on n'avait pas un rond à l'époque, hein. On était fauchés comme le blé. Et puis des années plus tard, la situation n'a pas finalement tant changé. Elle s'est aggravée, elle est devenue... Mais la différence que j'ai, qui est essentielle, c'est que quand je suis parti, j'avais des enfants qui étaient petits, Emmanuel, l'aîné, devait avoir 10 ans ou 12 ans. Donc je ne pouvais pas, en conscience, ma responsabilité première, c'est vis-à-vis de mes enfants. Je ne pouvais pas, en conscience, les laisser dans un endroit où on allait attaquer leur liberté, de se développer, de faire des études, etc. Parce que le socialisme amène toujours à l'imbécilité. Donc je me disais, je ne peux pas les laisser dans un système imbécile. Donc il y en a 3 sur 4 qui vivent à l'étranger aujourd'hui. Mais quand ils ont été élevés, à ce moment-là, moi, j'avais ce que j'appelle le fuck you money, vous savez, le truc, monnaie, je pouvais vivre, je n'ai pas besoin de personne. Et je me suis dit, je vais rentrer en France maintenant pour renseigner les Français. Donc, partir pour laisser une chance à ses enfants, revenir pour laisser une chance aux enfants des autres. Aux enfants des autres, pour leur enseigner, pour leur dire, l'intelligence nationale ne fait pas son boulot. Voilà ce qu'il faut penser. Les prêtres disent que des bêtises sur les évangiles. C'est un livre qui est d'une dureté. Moi, je trouve que c'est un diamant qui coupe au sang, ce truc. Quand vous écoutez les paroles de Christ, vous êtes terrifié. Personne ne peut dire qu'il est un bon chrétien. Vous pouvez dire je suis un bon musulman, mais celui qui dit je suis un bon chrétien, il est fou comme un lapin. On peut pas. On ne sait pas ce qu'il veut. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Enfin... Très bien. La doctrine libérale, elle est née à une époque où les transferts de personnes, les transferts d'argent, les transferts de marchandises prenaient du temps, et les écarts de niveau de vie entre les pays étaient moins grands qu'aujourd'hui. Entre les hydrocarbures, l'électricité, l'informatique surtout, qui a tout accéléré, est-ce qu'on doit revoir certains principes ? Alors, c'est une question sur laquelle je travaille en ce moment, c'est très difficile parce que le principe du libéralisme, ça a été quand même le libre commerce, mais les États n'avaient pas de déficit. Et donc, mettons que, pour reprendre l'exemple fameux, le Portugal et l'Angleterre font du commerce, si les Anglais achètent trop de Porto, ils vont devoir payer avec de l'or, donc la masse monétaire va baisser en Angleterre, elle va monter au Portugal, donc l'économie portugaise va bouger, l'économie anglaise va avoir une récession, et le système se rééquilibre. Oui, ça c'est très bien, mais aujourd'hui, ça fait des années par exemple, avec la Chine, regardez, ils nous vendent leurs produits. Ça n'a pas d'effet sur notre masse monétaire, puisqu'ils achètent nos obligations qu'on a émises. Donc le mécanisme d'ajustement ne fonctionne plus. Ce qui se passe, c'est qu'on vend petit à petit, on ferme les usines petit à petit en France, et la contrepartie, c'est qu'on développe notre dette ici, qu'il faudra un jour payer aux Chinois, mais pour l'instant, on n'en voit pas la douleur. Donc si vous voulez, c'est que je crois que les systèmes anciens fonctionnaient très bien si les déficits budgétaires étaient anticonstitutionnels. C'est-à-dire si on n'avait pas de dette. Tandis que là, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de dire aux Français, écoutez les gars, on va vivre comme des cochons, et dans 20 ou 30 ans, c'est les enfants qui vivront très mal. Et avec cet argent qu'on emprunte, qui devrait être emprunté dans des poches, on permet aux gens d'aujourd'hui de vivre comme des cochons. Et ça, il n'y a pas de rétablissement automatique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le problème, c'est pas que les mécanismes ont changé. Le problème, c'est qu'on a permis à ces corneaux de fonctionnaires de faire des déficits budgétaires alors que ça devrait être constitutionnellement interdit. Pour acheter nos voix. C'est une saloperie. Dans le même sens, vous prônez la liberté de marché. Oui. Et pourtant, vous êtes partisan du protectionnisme agricole à la Suisse, ou même d'une électricité à la française. Je parle bien entendu de l'électricité à la française avant marché unique européen. Avant qu'ils aient inventé cette imbécilité du marché unique européen. Et comment vous conciliez ces deux positions ?
Ben, si vous voulez, alors là, c'est des études qui ont été faites par un garçon qui s'appelle Nassim Tayeb, qui a développé la notion de fragilité et d'antifragilité. Alors, quelque chose qui est parfaitement... Bon, on se lance dans le commerce international, tout le monde fait ce qu'il fait le mieux. Donc, la rentabilité du capital investi est forte partout et tout le monde est à son égard. Mais ça donne une société qui est extraordinairement efficace et extraordinairement fragile. Et l'exemple que je donne, si vous voulez, c'est les grands dinosaures avant que la comète ne tombe sur la Terre. Bon, et la comète tombe, ils crèvent tous. Sauf le petit mammifère qui était là, qui lui était antifragile, qui pouvait se démerder. Paraît que c'est notre ancêtre. Bon. Et donc, le but d'un gouvernement, c'est pas que la rentabilité du capital investi soit la plus forte, c'est le rôle du chef d'entreprise. Le but du gouvernement, c'est de faire une société qui ait un optimum de fragilité et d'antifragilité à la fois. Et là, il y a deux trucs sur lesquels on ne faut pas rigoler, c'est l'énergie et la bouffe. C'est des deux trucs, si on vous les coupe, vous êtes mort. Donc si vous voulez rester une nation indépendante, c'est deux endroits où vous ne pouvez pas accepter la loi du marché. C'est pas possible parce que si vous l'acceptez, vous vous retrouvez en situation extraordinairement dangereuse et vous pouvez être, si vous recoupez l'énergie, puisque l'économie c'est que de l'énergie transformée, vous êtes mort. Quoi. Donc il me semble que le but d'une discussion démocratique, c'est de dire quels sont ceux parmi nous qui seront protégés pour notre bien commun et quels sont parmi nous qui vont se faire casser la gueule au front, si j'ose dire. Et les Suisses sont arrivés à un équilibre assez harmonieux là-dedans. Ils ont d'un côté les paysans, puis ils ont une énergie qui se débrouille pour être diversifiée avec des barrages et tout. Donc je me dis, c'est une discussion qui vaut la peine d'avoir au niveau national. Qu'est-ce qui peut être soumis à la concurrence et qu'est-ce qui ne doit pas l'être? On revient à la question des communs. Oui. On revient à la question, si vous voulez, comme on vit dans un monde qui n'est pas parfait, regardez, quand on a eu le Covid, on s'est rendu compte avec stupéfaction qu'on n'avait plus aucun matériau pour faire des médicaments. Ils étaient tous en Inde ou en Chine. Et puis on n'avait plus de masques. Donc on s'est rendu compte que cet extraordinaire développement des lignes de production avait fait un monde extraordinairement efficace. On avait des produits pas chers du tout et de bonne qualité. Mais par contre, si les avions ne volaient plus, on n'avait plus rien. Donc, si vous voulez, c'est un peu... Je crois que c'est pour ça que quand les gens me demandent est-ce que le gouvernement doit être assuré par des hommes d'affaires, je leur dis surtout pas. C'est parce que ce balancement entre la fragilité et l'antifragilité, c'est tout un art, quoi. C'est pas... Donc, il y a des endroits où l'économie s'arrête, quoi. Vous avez parlé d'entrepreneurs. Justement, on voit dans votre parcours que c'est le père qui a pris les bonnes décisions. Est-ce que, je discutais avec un ami à midi et on faisait le constat qu'aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de grandes entreprises qui ont des pères à la tête, qui regardent pour les générations suivantes. Voilà. On a des gens qui regardent à la prochaine cotation boursière, qui regardent à la rentabilité immédiate, et on est en train de perdre plein d'industries parce qu'on n'a plus cette dimension. Est-ce que c'est franco-français ou est-ce que c'est terriblement franco-français, parce que ça vient aussi d'une loi sur la succession qui force les familles à vendre les affaires. D'accord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, quand le père de famille meurt, il faut payer des sommes monstrueuses, on est obligé de vendre l'affaire à un conglomérat américain. Parce que ce qui est très curieux, c'est que, quand vous regardez, puisque vous avez parlé de la bourse, quand vous regardez de la bourse, il y a un certain nombre d'affaires familiales en France, qui sont encore familiales, Et vous vous rendez compte que ces affaires familiales, sur le long terme, elles ont de bien meilleurs résultats que les affaires où il n'y a que des mercenaires, si j'ose dire. Donc le côté... Il y a quelque chose avec lequel je suis très attaché, que j'ai découvert aussi en Suisse. C'est un peu la notion de qu'on appelait à Rome, vous savez, de la jazz romaine. C'est-à-dire que
j'ai connu quelques grandes familles suisses, et ils avaient, qui étaient des banquiers puissants à Bâle, etc. Et ce qui était très curieux, c'est qu'ils avaient leur gens autour d'eux, c'est-à-dire les gens qui étaient avec eux depuis des générations, des familles qui étaient avec eux. Et s'il y avait un fils qui était particulièrement brillant, ben on l'amenait. C'est un peu comme les clans écossais, vous savez, on l'amenait au chef du clan, on lui disant celui-là, il doit aller à Oxford, ou je sais pas quoi. Et ça crée des espèces de liens qui ne sont pas des liens juridiques, mais qui sont des liens historiques, qui sont très forts aussi. Donc, ben, il faut aussi prendre ça en compte et essayer de créer autour de vous. Je vais vous dire un truc idiot, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui travaille pour moi depuis des années, qui est un Philippin. Ça fait 20 ans qu'il travaille pour nous, il est à la maison, je l'aime beaucoup, il est très sympathique. Et un jour, on parlait de la famille, des enfants, etc. Puis à la fin, il était là. Puis à la fin, il a dit, mais moi aussi, je fais partie de la famille. Vous me direz, c'est du paternalisme. Mais non, parce qu'il sait que s'il a besoin de quelque chose, pour un enfant, etc., il peut s'adresser à moi, parce que on revient à l'évangile, mon rôle, puisque j'ai la capacité de l'être, puisqu'on me l'a donné, c'est d'essayer de rendre les gens autour de moi le plus heureux possible, en leur évitant des soucis que sans moi ils auraient. Donc si vous voulez, cette espèce de lutte qu'on a faite contre le paternalisme, ça me paraît une erreur monstrueuse. Du coup, les rendre heureux, c'est faire les choses pour eux ou leur donner des sacs de blé? C'est quelque chose de très curieux, c'est qu'ils savent que s'ils ont un gros pépin, ils doivent se tourner vers moi. C'est tout. Donc, ça leur permet de prendre un peu plus de risques. Parce qu'ils ont En fait, je considère mon rôle un peu comme d'être un paratonnerre. J'ai un gros parapluie et puis il y a plein de gens qui se mettent en dessous. Mais ça me gêne pas. C'est un peu le rôle de ce qu'on appelait autrefois le chef de famille. Hein. Oui, tout à fait. Et ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde, c'est cette destruction du chef de famille, justement. Et ce que dit un type comme Thomas Sowell, que j'aime beaucoup, il dit le marqueur le plus important de la criminalité chez les hommes, c'est l'absence de père. Quand il n'y a pas le père de famille qui est là pour protéger, pour dire quelle est la loi, tout part au volo. C'est marrant? Enfin, c'est pas marrant. Non, pas trop. Mais c'est surprenant parce que c'est tellement contre tout ce qu'on dit. Oui. On n'enseigne plus ce devoir d'être un homme. On essaye de dire vous devez pleurer, vous devez changer les enfants. Non. Vous êtes celui qui dit la loi. C'est triste, parce que c'est dur. Non, mais il y a des beautés à redécouvrir. Oui. Pour finir, je ne vais pas vous demander s'il faut sortir de l'euro. Car la vraie question, c'est pas faut-il en sortir, mais quand est-ce qu'on va en sortir? Absolument. Quand est-ce qu'il va se détruire? Exactement. Mais allons un peu plus loin. Si l'on recrée une monnaie nationale, qu'on appellera, soyons fous, on va l'appeler le franc. Oui, pourquoi pas. On fait quoi? On reste sur une monnaie fiduciaire ou on revient à une monnaie basée sur l'or? Ça, c'est une très bonne question. Le problème de l'état noir, c'est que c'est un problème très important, c'est que ça amène automatiquement à ce qu'on pourrait appeler le mercantilisme. C'est-à-dire que, prenons mon exemple tout à l'heure de l'Angleterre et du Portugal. Donc à ce moment-là, si le Portugal a vendu beaucoup de Porto, il va recevoir beaucoup d'or. Et logiquement, la masse monétaire au Portugal devrait monter à due concurrence de l'or qui est rentré. Vous voyez ce que je veux dire? C'est automatique. Mais il y a toute une série de pays qui, historiquement, ont stérilisé ces réserves d'or pour continuer à accumuler de l'or. Donc, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que celui qui a une bonne économie ne fait pas monter son économie plus, il l'arrête, et celui qui, lui, est dans une position difficile, il se retrouve mort. Donc, c'est un peu ce qu'on a eu dans les années 30, où la France, après avoir les dévaluations qu'elle a faites, a accumulé à peu près la moitié de l'or dans le monde, et a refusé de laisser monter sa masse monétaire, etc., a refusé de se développer, c'était pas carré. Et ça a été une des grandes causes de la Grande Dépression. C'est-à-dire
mercantilisme de la France à ce moment-là a fait sauter l'Allemagne, qui nous a amené Hitler, vous voyez, je veux dire, donc l'or, ce serait un truc très bien si il n'y avait pas de banque centrale et s'il n'y avait pas de gouvernement. Vous voyez, si on se faisait entre nous comme ça, ce qui était le rêve de... il me semble que une monnaie fiduciaire, c'est pas mal, à condition qu'il y ait concurrence. Moi, ce qui m'a beaucoup énervé, c'est qu'autrefois, si vous voulez, quand les Français faisaient trop les couillons, bon, ben, le Deutschmark montait, et puis bon, ils étaient obligés de se remettre. Mais à partir du moment où vous avez fait l'euro, ben, les conneries des Français étaient payées par les Allemands, et donc ils pouvaient continuer à faire des conneries jusqu'à la fin du temps. Si on n'avait pas eu l'euro, nos taux d'intérêt seraient montés comme des fous en disant 2000, 2001, 2002, puis et on aurait été obligé d'arrêter tout de suite, tandis qu'on a été protégés. Donc, des monnaies financières, il faut qu'elles soient en concurrence les unes avec les autres, de façon à ce que, et qu'il y ait liberté de mouvement de circulation, de façon à ce que le citoyen français puisse dire, écoutez, vous gérez mon épargne comme un cochon, je vais acheter des obligations allemandes, j'achète plus d'obligations françaises, jusqu'au moment où les taux deviennent tellement élevés que même l'État français est obligé de dire, bon ben je vais me remettre en... Donc encore une fois, c'est pas le mécanisme qui compte, que vous mettez en place, c'est l'existence de la concurrence et la liberté de circulation des capitaux. Si vous avez la liberté de concurrence des banques centrales et la liberté de circulation des capitaux, et ben les couilles vont se éliminer rapidement. Ça fait longtemps qu'on n'aurait plus un socialiste en France, parce que ma mère, je me souviens quand j'étais jeune, elle était femme d'officier, elle ne connaissait pas grand-chose. Mais quand on avait un déficit de la balance commerciale, elle se faisait du souci. Moi, je me disais, mais aujourd'hui, on se fait aucun souci, puisqu'il y a la banque centrale qui est là. Plus personne ne s'intéresse aux statistiques de la balance commerciale, qui sont désastreuses. Donc ça nous permet de vivre au-delà de nos moyens, au-dessus de nos moyens, beaucoup plus longtemps. Et le système de retour à l'équilibre par les marchés, plus vous attendez, plus ils deviendront violents et importants à la fin, parce qu'on retourne toujours à l'équilibre. Mais si vous l'empêchez ce retour à l'équilibre, il vaut mieux des tas de petits retours à l'équilibre un petit peu douloureux qu'une gigantesque claque qui vous tue, quoi. Or aujourd'hui, on a bâti des systèmes où on n'a bâti que des gigantesques claques qui vont nous tuer, à la place d'empêcher les petits, de permettre les petits ajustements. Donc il faut monter des systèmes où on a plein de petits ajustements et jamais la grande claque, quoi. J'espère que j'ai été clair. Ah oui, tout à fait. Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez consacré, monsieur Gave. Oui, ça me fait plaisir. Je pourrais trouver encore plein de questions, j'en ai plein en tête, mais je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. Comme je n'ai rien à offrir à un homme qui peut avoir tout ce dont il a besoin, permettez-moi de vous proposer quelques idées de titres pour un futur livre. Ah, allez-y. J'ai remarqué que vous aimiez utiliser des formules bibliques, alors en voici quelques-unes. On verra si l'une d'entre elles vous convient. Allez-y. Heureux les entrepreneurs, car ils hériteront de la terre. Oui, ça c'est tout à fait bien, oui, c'est tout à fait vrai. Ne jetez pas vos profits au pourceau. Oui, absolument. Ne jetez pas les profits des autres au pourceau, parce que l'entrepreneur, il ne le jettera jamais au pourceau. Il aura toujours des idées. On va lui piquer ses profits pour lui donner au pourceau, oui. Très bien. Ce qui est à Dieu, rends-le à Dieu. Ce qui est à l'État, évite-le. Oui. Et attendez, là, il faut faire très attention, parce que l'État est un mal nécessaire. C'est-à-dire que l'État, si vous n'avez pas d'État, vous êtes en Sicile et ça ne marche pas du tout non plus. Donc, il faut qu'il y ait un État. Et que cet État soit extraordinairement rigoureux dans tout ce qui touche à la sécurité publique, les fonctions régaliennes. Mais je n'imagine pas une société sans État. C'est ça le vrai problème. Mais dès le moment où le problème, c'est le débordement de l'État. Vous avez lu Du pouvoir de Bertrand Chounel? Non. Alors, il faut que vous le lisiez. C'est un bouquin remarquable où il explique, il appelle la croissance insensée du Minotaure. Toujours comment vous permettez à l'État de s'occuper de l'école primaire, puis ensuite il va faire, au bout de 30 ans, il fera sauter l'université avec ses conneries. Donc il ne peut pas ne pas grossir, il a une espèce de... Et donc ce qu'il faut, c'est... L'État est nécessaire, mais il faut le contrôler. C'est ça la difficulté. Merci. Je ne suis pas du tout anti-étatique. Merci pour la précision. Et le dernier que je vous propose, pardonnez-leur, ils ne connaissent pas le marché. C'est vrai. C'est vrai, ça, c'est tout à fait exact. Et surtout, ils ne connaissent pas la profondeur du marché. Moi, ce qui me sidère, si vous voulez, c'est... Vous avez des marchés comme l'échange, etc., où il y a littéralement des milliards de transactions par jour, ça part dans tous les sens, etc. C'est très compliqué, il se passe plein de choses, il y a des produits dérivés, enfin bref. Et vous avez trois couillons dans une banque centrale qui disent je vais intervenir et je vais améliorer le truc. Mais vous leur dites, mais les gars,
C'est là où Sowell est très fort. Il dit, il y a une grosse différence. Il y a des gens qui savent, et des gens qui savent un peu plus que les autres. Et parce qu'ils savent un peu plus que les autres, ils pensent qu'ils peuvent réglementer ce que les autres font. Mais en fond, par rapport à l'étendue de ce qu'on devrait savoir, ils ne savent rien. Donc vous avez des gars qui savent, du style les grands banquiers centraux, qui pensent qu'ils savent, mais ils ne savent rien. Ils ne comprennent pas la complexité des mécanismes. Donc vous vous dites, mais qu'est-ce qui vous donne même la présomption de penser que vous pouvez bloquer le prix du franc, par exemple? C'est n'importe quoi. Donc c'est extraordinaire, c'est la vanité intellectuelle, c'est l'hubris de ces gens-là qui me laissent toujours pantois. Je vous raconte une histoire, puis on va finir si vous voulez. Mais mon fils, pendant la grande crise financière en 2008-2009, a écrit un article dans le Wall Street Journal, il était à Hong Kong, en disant ce dont souffre le marché, c'est que la crise européenne, en 2012, c'est que les détenteurs d'obligations françaises, portugaises, italiennes, n'ont pas une façon de se protéger contre une rupture de l'euro. Ce que doivent faire les banques centrales, c'est vendre des options de vente, et elles prendront la perte si l'euro saute. Et à ce moment-là, tout le monde se calmera et puis le marché redémarrera. Donc, le consul de Hong Kong, inspecteur des finances, voit ça dans le Wall Street Journal, et il dit, c'est bien ça, on va faire une réunion téléphonique avec Bercy, pour dire il faut créer des poudres. Enfin, vous voyez, c'est un outil qui manquait, quoi. Il y avait un outil qui manquait pour se hedger. Il tombe sur le directeur général du Trésor à l'époque dont je traînerais le nom, avec ses taux. Mon fils présente son idée, qui est simple et de bonne exécution, et le type répond, le directeur général du Trésor, mais enfin monsieur, si ça pouvait marcher, nous aurions eu l'idée. Vous imaginez l'espèce de... C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Et quel péché du diable d'ailleurs. Mais c'est extraordinaire de voir ces gens-là qui, sans le fond, sont nuls, n'ont jamais rien fait, ils n'ont pas été entrepreneurs, ils n'ont pas créé de valeur, ils sont juste administrés, et qui se croient autorisés à intervenir dans des sujets infiniment complexes, et ils cassent tout, et ils vous expliquent après, le capitalisme ne marche pas. Foutez-lui bien la paix, si vous ne l'avez pas foutu en l'air, il marcherait très bien. C'est extraordinaire, non? Donc c'est ça, c'est cet orgueil du gars qui a fait des études et qui se sent supérieur. Moi je dis toujours aux gars quand je les rencontre, je dis, moi que vous montriez votre portefeuille. Parce que vous prétendez que vous dominez l'économie, si vous dominez l'économie, vous êtes fait une fortune immense. Et en fait, en général, ils ont pris des claques gigantesques. Ils sont nuls, et ils n'en sont pas conscients. C'est ça le danger. Charles Gave, merci pour ce temps. Je vous en prie. Et puis à une prochaine. À une prochaine, quand vous êtes passé à Paris, toujours ravi. Merci beaucoup. Merci à vous.